aborder le scandale numéro 2. Oh surprise, on n'a pas assez de tests non plus. Alors ça a fait évidemment le joint avec le premier scandale qui était zut, on est en pénurie de masques. Vous allez avouer avec moi que ça fait quand même bien des, des erreurs qui sont un signe de manque d'anticipation. Et s'il faut rappeler que gouverner c'est prévoir, là pour le coup, soit évidemment ce manque d'anticipation est volontaire, soit si on ne peut pas le croire, eh bien c'est le signe d'une incompétence manifeste. On va en parler tout de suite justement. Alors professeur Perron, deux choses. Déjà avant le vaccin sur Big Pharma, c'était évident, mais quand on voit les conflits d'intérêts de tous les gens en France, aux États-Unis, que Gilead, Bill Gates sont des conflits d'intérêts majeurs. Il faut savoir qui fait que toute la chloroquine, qui est un médicament qui coûtait pas cher, il fallait le démolir parce que les autres coûtaient cher. Quand vous voyez les fluctuations de l'action de Gilead, c'était évident que les boursiers sont derrière. Ils attendaient des milliards de retours sur cette pandémie. Et ça, c'est dégueulasse de faire ça sur le dos de la santé des gens dans le monde. Après, sur le vaccin, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'épidémie est en train de disparaître. Après, si on nous ressort un nouveau virus, on verra. Mais c'est pas si longtemps, depuis une quinzaine de jours, notre cher président Macron avec Angela Merkel a annoncé qu'ils avaient donné 8 milliards, c'est pas 8 millions, 8 milliards d'euros pour la recherche sur un vaccin Corona, alors que le Corona est en train de disparaître. Et qu'il y a quelques jours... Mais ils ont signé un accord, vous avez vu, avec Astra. Voilà, avec Olivier Véran. Olivier Véran a signé un accord. Et c'est quoi ce délire? Le virus est en train de disparaître. En plus, développer un vaccin, c'est très long, vous avez raison de le dire. Parce que quand il y a eu la pandémie grippale, qu'on a fait un vaccin, fabriquer un vaccin grippal, c'était déjà connu, il suffisait de changer le virus, ça pouvait être fait en 3 mois. Faire un nouveau vaccin totalement en partant de rien sur le coronavirus, c'est une grande aventure parce qu'il faut déjà montrer sa tolérance, qu'il n'y a pas d'effets secondaires sur des centaines ou des milliers de volontaires sains. Après, étudier son effet sur la population quand le virus a disparu, c'est impossible. Donc ils vont nous faire des études sur quelques centaines de volontaires sains pour dire voilà, avec le vaccin, il y a des anticorps qui apparaissent, mais on n'a aucune idée si les anticorps sont protecteurs. Et en plus, il y a le scandale qui est en train d'apparaître maintenant, l'Institut Pasteur qui a validé, homologué 24 tests de sérologie. Ce n'est pas la recherche du virus, c'est la recherche des anticorps. Et qui dit que les tests sont parfaits, alors qu'il y a un chercheur physicien qui a dit mais c'est du délire, il y a un seul test qui est très bon, c'est un test chinois. Et tous les autres vont pas. Il y a 3-4 tests qui tiennent un peu la route, et les autres, il a même dit, il a utilisé le mot, c'est des tests pourris. Donc on va nous faire croire que nous, Français, parce que moi j'ai plein d'amis de loin qui m'appellent en disant j'ai fait le Covid, j'ai eu la perte de goût, de l'odorat, des troubles respiratoires. Et les 3/4, ils ont des tests négatifs. Donc, c'est-à-dire que ces tests ne sont pas bons. Oui, ils ne suffisent pas. Alors, on va nous faire croire, à nous, Français, que, oh là là, c'est très dangereux. Regardez, il y a 100 cas qui ont résurgé en Chine. Il y a, sur des milliards de Chinois, la pandémie revient. Et il faut tous vous vacciner. Alors que le vaccin n'est même pas développé. Il faut attendre minimum 1 an. Donc, on est dans un délire total. On avait les chiffres. On attendait la liste des tests rapides recommandés par le CNR. C'est eux qui mesurent les tests. Et on sait quels chiffres ont été communiqués au CNR. Et derrière ça, on trouve une liste publiée sur Internet qui est complètement différente. Mais quand je dis complètement différente, elle est à 1000 lieues de ce qu'on avait vu. C'est la liste officielle recommandée par le gouvernement français. Parce qu'il semblerait qu'on ne soit même pas sûr de qui a pris la décision de mettre cette liste en place comme ça sur le marché. Et si scandale il y a, c'est probablement là. La société qui réussit mieux, on peut donner son nom si elle a réussi, la meilleure. Tu veux oui. C'est Finecare. Oui. Finecare, donc ça Finecare, c'est chinois et c'est une entreprise qui s'appelle Wandfo. C'est d'elle dont je parlais tout à l'heure. Elle a un test qui est fabuleux, le Finecare, et un test qui est tout pourri, le Wandfo. Et le Wandfo, c'est celui que tu retrouveras sur la liste du CNR.
On va être honnête, sur les masques, il n'y en avait pas, mais qu'on nous dise que ça sert à rien, c'est une hérésie. Derrière ça, donc on a les tests où il n'y en avait pas, il y en a, il n'y en avait pas, il y en a. On sait très bien le nombre de tests qui peuvent être produits par jour, par semaine. On s'est tapé 2 mois de confinement plantés comme des navets à la maison, alors qu'en fait, on aurait eu la possibilité de tester dès le début. On n'avait pas besoin d'être confiné, il faut le dire quand même. Derrière ça, est-ce qu'il y a des lobbies, des groupes de pression? Très probablement. Est-ce qu'on dit non à Roche ou Abbott, qui sont les 2 plus grosses entreprises pharmaceutiques de tests? Généralement, non. Là, on est dans Big Pharma, là, les principaux. Là, on est dans le Big Pharma, on est dans les milliards et on est dans des processus ou procédés qui sont bien opaques. Eh ben, on en arrive à ce livre qui, selon Silvano Trotta, notre ami des lanceurs d'alerte, dont la chaîne chaque jour nous délivre des informations absolument pertinentes et intéressantes, nous disait aujourd'hui, sauf erreur, que ce livre, vous l'avez sous les yeux, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, arrive en tête de vente des ventes Amazon. Alors j'avoue que j'aurais préféré que ça soit en tête de vente des libraires, mais c'est sans doute plus difficile à avoir ce type d'infos. Alors on ne va quand même pas bouder notre plaisir. Voilà un livre qui semble en tout cas trouver son lectorat, et qui sait, va-t-il pouvoir passer de main en main et ainsi agrandir le cercle de ceux et celles qui veulent bien ouvrir les yeux sur la réalité de cette escroquerie du Covid-19, car il n'y a pas d'autre mot. Il ne s'agit pas de nier l'existence d'un virus, mais quant à sa dangerosité et à la manière de le traiter, c'est là que se situe l'escroquerie, quand on voit encore toutes ces malheureuses personnes prisonnières de leur peur, croyant bien faire et protéger autrui en portant des masques, même parfois isolés seuls dans leur voiture. Évidemment, ça fait un peu mal au cœur de voir le mal qu'on peut faire aux autres de manière délibérée. Certains sont littéralement sans scrupules. Et quand on se rend compte que notre constitution nous conduit à être d'une certaine manière leurs victimes et à devoir attendre une hypothétique prochaine élection présidentielle pour tenter de changer la donne, évidemment, il y a certains jours de quoi désespérer. Donc, merci aux Gilets jaunes constituants qui nous aident à dénoncer cet état profond dont chacun doit bien prendre conscience, c'est-à-dire ces personnages peu présents médiatiquement parce qu'ils délèguent à d'autres beaucoup plus visibles le soin d'accomplir leur sale besogne, c'est-à-dire l'accaparement des richesses au profit d'un petit nombre. Ils sont absolument sans scrupules et prêts à masquer toute leur turpitude pour parvenir à leur fin. Donc, scandale 2. Aux surprises, après cette pénurie du masque, on n'a pas assez de tests non plus. 3 points de suspension. Que va-t-il dire? Comme souvent, pas grand-chose. 24 mars, journal télévisé de 20h sur TF1. Face à face tendu entre Gilles Boulot et le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, numéro 1 d'Emmanuel Macron donc, pour gérer cette crise. Question coup de poing du présentateur. Professeur Delfraissy, une question que se posent des milliers de Français. Si vous aviez vous-même tous les moyens du monde, tout l'or du monde, est-ce que vous prendriez la décision de tester un maximum de Français ou pas? Ce spécialiste de l'immunologie a une réaction surprenante. La réponse est probablement oui, dit-il. Quelques secondes passent. Il ajoute « Cela permettrait d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. » 3 points de suspension. Ça permettrait de savoir exactement ce qui se passe. Nous voilà rassurés car ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il serait probablement mieux de dépister l'ensemble des Français. L'interview se poursuit, je n'entends pas la suite tellement je tape du front sur la table. Depuis janvier, l'Organisation mondiale de la santé demande à tous les pays de tester en masse. Le 16 mars, le directeur général de l'OMS craque carrément sur son compte Twitter. « Nous avons un message simple à tous les pays. Testez, testez, testez ». L'Allemagne a écouté, la Corée, Israël, le Portugal.
La planète en entier fait des dépistages, mais pas la France, ou plus exactement pas celui qui nous traite de Gaulois réfractaires, notre cher président. Le roi de l'arrogance, n'est-ce pas? Résultat, mi-mars, alors qu'on peut dire, sans prendre trop de risques, que le coronavirus a très largement élu domicile dans nos foyers, on réalise 4000 tests par jour, tranquillement. Pour information, la Corée et l'Allemagne en font, eux, 20 000. Et ils comptent leurs morts sur leurs doigts. Nous, on en est déjà à 3500 victimes. Pourquoi la France ne suit-elle pas les recommandations de l'OMS, les supplications des chefs de service de tous les hôpitaux depuis 2 mois? Parce que l'État choisit une autre stratégie. Ils sont forts, hein? Frapper au coin du bon sens, ou frapper tout court. Celle que nous affiche notre ministre de la Santé. J'ai demandé à ce qu'on teste tous les malades en réanimation qui ont des troubles respiratoires ou une fièvre inexpliquée. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on a diagnostiqué un certain nombre de cas graves, déclare-t-il le 9 mars sur BFM TV. Cette décision se comprend au tout début. Quand on ne connaît pas un virus, on ne peut évidemment pas le diagnostiquer. Donc, on le teste sur les patients les plus atteints. Mais par la suite, quand il est reconnu, décider de continuer à ne tester que les malades les plus graves, pas les autres, pas ceux qui seront demain, puisqu'on ne les teste justement pas, peut-être en réanimation. Tant de capacité d'adaptation me laisse pantois. J'arpente mon service, devenu entièrement service Covid-19, comme va bientôt le devenir l'ensemble du bâtiment, et rassure mes équipes aussi blanches que leur blouse. Je leur dis qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Et même si à ce moment-là je n'emmène pas large, je leur affirme que le gouvernement va forcément finir par tester plus largement. Et les faits me donnent raison, les tests ne sont plus dévolus qu'aux mourants. Le prince Albert II de Monaco, la secrétaire d'État Brune Poirson, le ministre de la Culture Franck Riester, le président des Républicains Christian Jacob, Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône, le député Guy Tessier, Martine Vassal, la présidente LR du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille, Jean-Luc Retzer, député du Haut-Rhin, et Christian Estrosi, maire de Nice, sont testés. Positifs les pauvres, mais testés, eux. Idem pour la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Et Michel Barnier, ex-ministre aujourd'hui en charge pour l'Union européenne des négociations liées au Brexit. Je me réjouis de lire son tweet du 19 mars. Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif. Je vais bien, le moral est bon, je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe. Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés, nous nous en sortirons ensemble. En mangeant un morceau sur le pouce, comme tous mes collaborateurs, depuis que les services sont en surchauffe, je me dis que la crise du coronavirus n'aura pas été que sanitaire, mais sociétale aussi. Elle révèle ouvertement les différences de traitement entre puissants et misérables. Communiquer sur les tests dont eux ont pu bénéficier peut choquer et être perçu comme un privilège de classe. C'est vrai que c'est toujours plus grave pour la 3e classe du Titanic que pour ceux qui ont accès aux canottes, dit Raphaël Enthoven, très justement dans l'émission spéciale Coronavirus de Zemmour et Nolo du 25 mars sur Paris Première. Eh bien, bonsoir, paysans jaunes Nouvelle-Calédonie, merci de nous rejoindre et de nous rappeler, comme on vient de le lire, que l'OMS est corrompue. Je continue en laissant à nouveau la parole donc à Christian Péronne à travers son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Dans le 2e scandale qu'il relate, aux surprises, on n'a pas assez de tests non plus. Et voici ce qu'il nous dit, mais j'en veux plus encore à ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui pour s'être fait dépister et souvent hospitalisés aussi, sans aucun symptôme grave à titre préventif, en clair. Pendant qu'ils claironnent à la populace que pour eux se laver les mains et prendre du Doliprane suffira. Oui, je leur en veux pour cela, mais ce n'est rien à côté de ceci. Tester tous les patients présentant les symptômes conduirait à saturer la filière de dépistage. C'est ce qu'on peut lire mi-février sur le site du gouvernement. Un seul mot me vient alors à l'esprit. Menteur. Car nous, personnel soignant, savons parfaitement ce qu'il en est. Des tests, la France n'en a pas. Même scénario qu'avec les masques. Comme c'est la goutte qui fait déborder le vase, cette fois, je décide de faire pression sur le pouvoir pour qu'au moins il s'explique. Quelques rares médecins me suivent.
On court les plateaux télé, on écrit dans les colonnes des journaux qui nous le proposent, on répond au micro des radios, même si on est lessivé comme jamais. Même si on n'a pas toujours eu le temps de se reposer ou de boire un seul café de la journée. Est-ce cette pression qui a raison du mensonge d'État ? Je n'en sais rien et je m'en moque du moment que le but est atteint, les faire avouer qu'ils ont géré les stocks de tests comme ils l'ont fait pour les masques, piteusement. Le directeur du conseil scientifique finit par le confesser. Évidemment, pas en ces termes, en esquivant aussi, comme d'habitude. Interviewé par La Croix, le professeur Jean-François Delfraissy dit enfin « Des produits nécessaires pour faire des tests n'arrivent plus en nombre suffisant de Chine ou des États-Unis ». Il réitère ses propos dans le journal télévisé de TF1 du 24 mars. Pourquoi y a-t-il une limitation dans les tests ? Je dirais parce qu'il y a une limitation dans les réactifs, concède-t-il la voix mal assurée. Le regard est également baissé quand il déclare ça. Ça me rend triste de voir les conseillers totalement dépassés et démunis devant l'ampleur du manque de tout et incapables de gérer la crise. Pourquoi aucun ne tape du poing sur la table ? Pourquoi aucun ne dit qu'il faut s'asseoir sur les normes et les processus d'évaluation habituels, qu'il faut passer à la vitesse supérieure ? Orgueil ? Excès de confiance en soi ? Ou bien serait-il aveuglé par les sirènes du pouvoir ? Alors bonsoir Mokfi, merci de nous rejoindre. Voilà, ça fait plaisir d'avoir cette petite équipe pour continuer notre lecture. Donc toujours Christian Perron qui parle à travers son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Alors peu importe, l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament rejoint l'armée des indignés. Oui, la Chine et l'Amérique produisent 90% des produits nécessaires pour faire des tests, mais dit l'Observatoire, des leaders du marché du diagnostic existent en France. Leurs unités de production doivent être réquisitionnées pour permettre de produire les tests dont nous avons besoin. Visiblement, Emmanuel Macron n'a pas pensé à ça. Mais maintenant qu'il le sait, nul doute qu'il va réveiller les usines françaises au clairon. Pas du tout. Rien ne se passe pendant des jours. Et le funèbre bilan quotidien ne cesse de s'alourdir. Début avril, la France passe la barre des 10 000 morts. Du coup, c'est au tour de l'Académie nationale de médecine de se faire entendre. Et l'enjoint au gouvernement d'élargir la liste des laboratoires agréés pour le diagnostic du coronavirus, vers des établissements ayant la capacité de réaliser les tests dans les mêmes conditions de biosécurité, laboratoires de génétique, de recherche, etc. Des procédures de bonnes pratiques devraient être mises en place et contrôlées sur l'ensemble du territoire de façon coordonnée, dit-elle sur son site le 25 mars. En plus des 120 laboratoires de biologie médicale, on ajouterait donc les laboratoires de villes départementaux, de recherche, de gendarmerie, de police et vétérinaires. Seuls ces derniers s'expriment sur le sujet à ce moment-là, mais ce qu'ils disent peut complètement changer la donne. C'est bien plus qu'une lueur d'espoir. Ça me revigore et redonne le moral aux soignants de mon hôpital. On n'est plus seul au combat. Ils affirment pouvoir réaliser jusqu'à 300 000 tests par semaine, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour cela, machines et réactifs. Les officines dentaires ne sont pas équipées pour faire les tests, elles n'ont pas les appareils adéquats, mais les chirurgiens dentistes sont capables de faire des prélèvements. Il y a 42 000 chirurgiens dentistes à la louche en France. En mettant aussi à l'ouvrage tous les hommes compétents, ça pourrait aller infiniment plus vite. Je regarde le journal télévisé le soir même. Je suis sûr qu'Olivier Véran va prendre l'antenne pour annoncer l'œil humide que l'unité nationale est en marche. Qu'il est bouleversé par tous ces hommes, ces femmes qui mettent leurs entreprises et compétences au service de la vie humaine. J'écoute les titres, souriant. Aucune allocation du ministre de la Santé n'est annoncée. Je n'en suis pas plus étonné que ça. Je parie qu'il veut nous faire la surprise. Je suis debout, le visage en l'air, je fixe l'écran, je visionne les sujets du journal, finis par m'asseoir au bout de 25 minutes d'attente. Mon sourire commence à sérieusement s'estomper. Il disparaît complètement quand la jolie Anne-Sophie Lapix s'annonce, et tout de suite, la météo. Je mets, je ne vais pas le cacher, un petit moment avant de sortir de ma torpeur, avant d'appeler des chercheurs dans leur laboratoire et de leur demander ce qui se passe. Pourquoi le ministre de la Santé n'annonce rien ? Ils sont comme moi, stupéfaits. On se dit et on se répète à foison, comme pour s'en convaincre, que le gouvernement doit prendre le temps de faire les choses correctement cette fois, qu'ils tiendront.
salon quand tout sera calé. Dans les jours qui viennent, vu l'urgence quand même. Mais non, à l'inverse de l'Allemagne qui a conseillé dès le début de l'épidémie à tous les labos de produire leurs propres tests selon des recommandations qui leur ont été fournies, en France, consigne est donnée, tout doit être parfaitement validé et certifié avant d'être utilisé. On va se prendre plusieurs mois dans les dents, avec eux, on commence à être habitué. Ainsi, si incroyable que cela puisse paraître, le gouvernement refuse. Oui, il refuse l'aide à l'effort de guerre. Seuls les laboratoires de biologie médicale sont autorisés à effectuer les tests, pas les autres, et ça restera comme ça. Un point c'est tout. Justification, l'administration, la réglementation. Ceux qui doutent encore qu'on ait un gouvernement autoritaire et corrompu, je ne sais pas ce qu'il leur faut pour ouvrir les yeux. Les laboratoires vétérinaires sont soldats volontaires depuis le 13 mars. Et notre président de la République dit « Non, merci, ça va aller les gars, rangez vos éprouvettes ». N'est-ce pas le même homme qui a appelé à la mobilisation générale le 12 mars? Le même qui a répété 6 fois « Nous sommes en guerre » dans son allocution du 16 mars, posture gaulienne qui était censée nous rappeler le jour de l'appel du 18 juin 40. N'est-ce pas son gouvernement qui fait passer 3 décrets au bas mot par jour depuis le début de la crise du Covid-19? Mais là, il ne peut pas en pondre un. Vital, c'est ce qu'il dit. Ou plutôt, ce qu'il ne dit pas. Le ministre de la Santé est injoignable, comme par hasard, et ses services, qui ont plus de mal à échapper aux coups de fil emportés des directeurs de laboratoires départementaux, refusent de répondre à la moindre question sur le sujet. Édouard Philippe décide de voler au secours de ses troupes, et se justifie ainsi. C'est à l'étude, nous avons des normes réglementaires à respecter. Effarante réponse que cette formule sibylline. On étudie, puis on attend encore et encore, alors que des Français tombent par centaines chaque jour. Serait-ce ces normes que les Allemands, les Espagnols, les Belges ont fait sauter dès le début de l'infection de coronavirus? Serait-ce ces normes que notre État refuse de dynamiter alors que le reste de l'Europe mobilise toutes ses forces? Peut-il y avoir pire? Eh bien oui, c'est possible, car on ne nous propose aucune alternative. Pas un mot sur les tests réalisables au chevet des patients. On les appelle les POCT, les Point of Care Tests. Ils peuvent être réalisés en unité de soins, en cabinet médical ou en pharmacie, et même à domicile. Et on aurait les résultats en quelques minutes. Même si ces tests encore peu validés ne sont probablement pas parfaits, aux États-Unis, un POCT a été mis au point et il est approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration. Il affirme pouvoir donner des résultats en 45 minutes. On apprendra plus tard que des tests donneront des conclusions en moins d'un quart d'heure. Pas un mot sur cela. Et toujours le dogmatisme qui étouffe le pragmatisme. Au secours! Heureusement, l'équipe de recherche de la Gendarmerie nationale, que je connais bien, fait un énorme geste de solidarité. Ils installent au sein de l'hôpital de Garches un grand camion laboratoire capable de débiter 1000 tests diagnostiques PCR par jour. Ce camion est habituellement dédié aux investigations criminelles. En accord avec l'AP-HP, il teste prioritairement les échantillons de sang provenant des résidents des EHPAD. Je remercie chaleureusement les gendarmes. Notre gouvernement ne nous propose pas non plus la piste sérologique, c'est-à-dire, pour faire simple, le prélèvement sanguin pour rechercher si on a été infecté et si on a produit des anticorps contre le virus. C'est là aussi recommandé par une autorité respectable puisqu'il s'agit de l'Académie de médecine. Ce test permettrait de détecter si une personne a développé l'infection au coronavirus, qu'elle ait eu des symptômes ou non. En clair, ça permettrait de savoir qui est immunisé et qui ne l'est pas. Et ce test donnerait ses résultats là aussi en 15 minutes. Nos dirigeants disent qu'il est à l'étude, sans indiquer combien de temps l'étude prendra, comme d'habitude. Je précise pour ma part que cette technique est utilisée pour de nombreuses autres maladies depuis la nuit des temps, qu'elle peut être réalisée dans n'importe quel laboratoire d'analyse et qu'elle est automatisable. Mais tout est visiblement très compliqué à mettre en place pour ce gouvernement. On étudie, puis on attend. Tout doit être prouvé et certifié. Nous voilà rassurés, ce sont des décideurs réactifs. Enfin,
quand on pense que ce gouvernement est aussi le chef des armées, ça donne vraiment à réfléchir. Vous avez vu ce que ça donne en cas de guerre, les amis? Eh bien, on est mal barré avec un gouvernement pareil. Enfin, il y a un autre test éligible, celui sur bandelette. Une goutte de sang prise au bout du doigt est posée sur la dite bandelette. 15 minutes après, on sait si le coronavirus est passé par là. C'est une société bretonne, NG Biotech, qui a mis ce dépistage au point. Il a obtenu le marquage CE, norme européenne, et a été validé cliniquement. Le patron de l'entreprise a l'oreille de tous les médias dès le jour de l'annonce de l'existence de ce test, y compris hors de nos frontières. Et il reçoit 250 000 € de la région Bretagne pour booster sa production. Le ministère des Armées passe une grosse commande de tests, nous dit-on. Impossible cependant d'avoir des chiffres. De son côté, Olivier Véran est beaucoup plus précis. Lors de sa conférence de presse du 4 avril, le ministre de la Santé annonce que la France a déjà passé commande pour 5 millions de tests rapides. De quoi se dire que ça y est, le gouvernement a été frappé par une lueur de réactivité et de bon sens. Jusqu'à ce qu'on entende que les tests arriveront prochainement. Et comme d'habitude, on attend. Pendant que l'un de mes collègues s'étrangle, je me dis qu'ils nous la font comme pour les masques, ça arrivera prochainement. Et comme pour les gels hydroalcooliques, les respirateurs, et qu'à prochainement dans le dictionnaire Larousse, il est écrit dans un avenir tout proche, bientôt. Mais qu'au gouvernement, ils doivent avoir une autre version, et sans doute rédigée par leurs équipes. Le ministre de la Santé ne sera jamais transparent sur cette question, mais il décide finalement d'accorder à certains de ses laboratoires hors biologie médicale le droit de réaliser des tests. Laboratoires hospitaliers, de ville, départementaux, vétérinaires, de recherche, de gendarmerie, de police. J'entends et salue ceux qui se portent volontaires pour participer à l'effort national de tests dièse Covid-19. Autorisation ce week-end, mobilisation des ressources dès lundi, écrit-il sur Twitter. Oublions qu'il a mis 22 jours à prendre cette décision pour le remercier tout de même de l'avoir fait. Mieux vaut tard que jamais. Mais début mai, sur le terrain, certains des laboratoires en question disent n'avoir toujours pas le feu vert pour réaliser leurs tests. J'ai qu'un mot qui me vient, c'est pitoyable quand on lit tout ça, et je n'oublie pas que 25 000 personnes environ, ou peut-être même un peu plus, y ont laissé leur vie du fait de ce gouvernement incapable, corrompu ou pire encore. De demain, on évoquera le scandale bien sûr numéro 3, à savoir le conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie, l'attentisme. La spécialité, semble-t-il, de ce gouvernement quand une situation est urgente.